Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente, ce qui explique le même coiffage, le même pull et cette même tête non maquillée parce que flemme. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Si jamais c'est pas le cas, je m'en excuse, je suis désolée pour vous. Et si jamais c'est le cas, bah tant mieux hein. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la fin, la suite et la fin de cette série de vidéos. Vous avez eu le pire, vous avez eu le meilleur et là vous allez avoir le très bon. C'est de très bonnes lectures, sincèrement j'ai adoré ces livres mais ça n'a pas été un coup de cœur, je ne sais pas pourquoi mais ça n'a pas été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai envie de revenir avec vous et de conclure cette année 2019 enfin. Il était temps qu'elle se termine parce que là il y a eu assez de malheur dans ma vie. Donc voilà, je vais vous faire le classement de mes très bonnes lectures de l'année. J'en ai noté 7. Je les ai tous en physique sauf un parce que j'ai toujours pas commandé tout simplement, donc voilà. Le premier que je n'ai pas en physique, je vous l'affiche ici, il s'agit de Sept maris d'Evelyn Hugo, écrit par... Comment elle s'appelle déjà? Attendez, je prends mon petit téléphone. Taylor Jenkins Reid. J'avais lu David Jones the Six cette année que je n'avais pas aimé trop parce que pour moi la question de la drogue est très peu abordée et qu'il y a tout un mystère autour de quelque chose qui n'existe pas vraiment finalement et voilà, grosse déception pour moi. Et là j'ai lu ce livre-ci en anglais, il m'a fallu du temps. Ça a été compliqué, en fait j'attendais la parution française, sauf qu'ils ont affiché une couverture avec une femme blanche. Ce qui est absolument pas représentatif de cette histoire puisque l'héroïne elle est cubaine me semble-t-il. Donc voilà, j'étais en colère contre Brajlon et du coup j'ai décidé de le lire en anglais, donc j'ai lu en numérique, j'avais pas payé très cher. Du coup il faudrait que je le rachète en format papier. Sur les recommandations de Nadège, j'ai lu Les Sept maris d'Evelyn Hugo et comment vous dire que je me suis pris une claque dans la tronche. J'ai pas eu de coup de cœur, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu cette petite étincelle mais j'ai adoré cette histoire, je ne peux que vous la recommander. On suit une jeune journaliste qui va avoir la chance de sa vie parce que Evelyn Hugo, cette grande actrice milliardaire, génialissime, enfin bref très controversée aussi, a demandé à ce qu'elle soit elle qui dirige spécifiquement son interview. La journaliste, j'ai oublié le nom, elle est un petit peu surprise par tout ça parce qu'elle s'y attendait pas, parce qu'elle l'a jamais vue, elle la connaissait pas, elle a été faire des recherches du coup pour savoir qui était cette femme. Elle se rend compte que c'était une actrice dans les années 40, 50, je ne sais plus. Du coup elle est un peu surprise mais elle va avoir cette chance d'avoir l'interview de sa vie, sauf que arrivée devant Evelyn Hugo, elle lui explique que en fait ce sera pas une interview pour le magazine pour lequel elle travaille, ce sera une biographie qu'elle lui demande de rédiger, sa propre biographie. Et c'est bouleversant. C'est un très bon livre. Taylor Jenkins, elle est journaliste. Elle a bossé dans le milieu de la musique et ça se sent. Il y a plein de choses dedans dans ce bouquin. Il est beaucoup question des origines de l'héroïne, donc d'Evelyn Hugo. Il est beaucoup question de rapport aux hommes en fait, dans le sens où, ok, on parle des sept maris d'Evelyn Hugo, mais c'est un petit peu aussi une critique en fait sur le fait que quand on est une femme, on va nous définir selon le statut de notre mari, genre la femme de machin. Du coup, c'est aussi une critique là-dessus et c'était un super roman, j'ai été très surprise. Alors quand Nadège m'a dit que c'était son roman préféré, je m'attendais à beaucoup de diversité, à beaucoup de questions de genre, etc. Il y en a, mais c'est vraiment pas le fond de l'histoire et j'ai adoré Evelyn Hugo, autant que je l'ai détestée. Elle a pas une vie facile, elle se remet beaucoup en question et pour d'autres choses non. Et c'est ce qui la rend humaine et je pense que c'est pour ça que ce livre est aussi marquant parce que on a l'impression que c'est une vraie biographie qu'on lit, c'est vraiment la biographie d'Evelyn Hugo, qu'elle a existé et qu'on l'a juste pas connue parce qu'on est trop jeune. Et enfin, il est question de cinéma, il est question de tout ça, des contrats, de mariage, de femmes battues, il est question oh, je sais même pas, de tellement de choses différentes. Je peux pas vous l'expliquer mais c'était vraiment un roman touchant et poignant et très bien fait, vraiment très bien ficelé. C'est un contemporain, c'est pas du tout un young adulte et enfin je vous conseille en anglais parce que comme ça on donne de l'argent à l'autrice et de la visibilité. En France vraiment ce qu'a fait Brajlon c'est intolérable et leur excuse de bah oui mais ça correspond bien au standard de beauté que la femme essaye, que Evelyn Hugo essaye de correspondre. Bah non en fait elle essaye pas de correspondre à ces standards là, elle essaye de les renverser, c'est juste qu'elle est blonde, elle se fait teindre en blonde pour avoir accès au casting et vous avez pas lu le livre pour dire ça parce que sa couleur de peau est hyper importante dans l'histoire et vous l'avez complètement effacée. Et enfin bref, c'est révoltant, je vous laisserai aller voir le blog et les tweets de Nadège qui en parlaient, mais en dehors de cette traduction très bancale, enfin pas la traduction, mais en tout cas de cette couverture horrible, l'histoire reste génialissime et je vous la recommande et lisez-la en français si vous ne lisez pas du tout en anglais bien sûr, mais
voilà, je suis encore émue par cette lecture. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur. Je me souviens pas de ce qui m'avait déplu au moment de ma lecture, ce qui a fait que ça n'avait pas déclenché le coup de cœur, mais ça reste quand même une très bonne lecture puisque j'en parle encore ici. Je pense pas que vous attendiez au livre que je vais vous présenter parce que quand j'ai fait mon petit bilan, moi-même je ne savais pas qu'il y aurait ces livres. Je vais vous parler d'un livre que je n'ai toujours pas fini. Alors oui, ça fait un mois que je le traîne, même plus d'un mois maintenant. Mais je ne veux pas que cette saga se termine. Alors là j'ai vu qu'il y avait le tome 4 donc en fait je peux la continuer mais c'est psychologiquement je ne pouvais pas. Je vais vous parler de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Cassandra O'Donnell que je connais pour plein de livres, on en a souvent parlé, je ne l'avais jamais lu avant de découvrir cette saga-ci. Il y a eu un gros mouvement, tout le monde a voulu le lire et moi j'étais là, bah non ça m'intéresse pas. Cassandra O'Donnell elle a fait de la romance, elle a fait des choses un petit peu comme ça et je voulais pas forcément. Et là, j'ouvre le bouquin une fois que toute la vague est passée et je découvre un amour sans nom pour cette histoire. Alors je la mets dans très bonne lecture parce que tant que je n'en ai pas terminé, je ne pourrais pas parler de coup de cœur. Mais j'aime beaucoup ma lecture. Hein, comment vous dire que l'année prochaine je vais revenir en mode alors, mes meilleures lectures de 2020, je commence par La légende des 4. Il y a de très grandes chances que ça finisse comme ça, mais j'adore cette histoire. Enfin, il y a une sorte de mythologie autour des différentes espèces. Donc là, on suit des personnages, des hybrides, je ne sais pas comment on les appelle véritablement. Il y a les loups, il y a les tigres, les serpents, les aigles. Et en fait, les loups, ils sont en guerre contre les tigres. Et ils sont tous en guerre contre les serpents, parce que les serpents, en plus, ça me fait penser à Serpentard, et film Serpentard, du coup, à chaque fois, je suis là. Et les aigles sont du genre un peu pouf souffle en mode je fuis tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. C'était hyper intéressant et c'est une très bonne mythologie en fait là-dedans. Je trouve qu'il y a vraiment un petit peu ce côté hiérarchique et enfin j'adore, pour une fois c'est pas des loups, des loups-garous contre des vampires, mais en même temps ça reprend un petit peu ces codes-là. Du coup c'est hyper intéressant, c'est très bien fait, c'est de la jeunesse mais c'est pas tout jeunesse non plus, c'est plutôt adolescent pour moi. On est plutôt sur du... Ouais, je sais pas, vous lisez ça à 13-14 ans, ça peut carrément vous plaire, même 12-13 ans. Donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture, je ne l'ai toujours pas poursuivi, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'avais rencontré l'autrice à Montreuil en mode oh, c'est trop bien. Du coup, il est cassé. Elle a des petits marque-pages qui sont absolument adorables. Et Amélie est jalouse parce qu'elle ne les a pas. Bref, j'adore, franchement, vous avez des adolescents, des jeunes adolescents, mais faites-leur lire. Si vous êtes encore une jeune adolescente dans l'âme, bah lisez-le aussi parce qu'il est génialissime. Franchement, je peux même pas vous dire quel est mon clan préféré parce que j'adore comment elle s'appelle, Maya. J'adore Maya, vraiment, petit crush sur Maya, donc voilà. Je vous avoue, j'avais hésité longuement à vous présenter ce livre parce que la récente déclaration, la récente tribune de l'autrice m'a franchement dégoûtée. Mais quand même, ça fait partie d'une de mes grosses sagas de l'année 2019, donc Sauveur et Fils de Marguerite Murail, vous le voyez très mal, voilà, comme ça. Tout le monde en parle depuis 2-3 ans que je suis sur YouTube, tout le monde m'en parle, tout le monde dit c'est génial, et moi j'étais hey, il fait un truc sur un hamster, enfin un cochon d'Inde, non, pas trop, je ne sais pas. Je l'ai lu sur Valiseuse un soir, commencé à 21h, terminé à minuit. J'achète le tome 2 à minuit, je commence le tome 2, jusqu'à 1h30, un truc comme ça, je me dis non, alors là faut quand même que t'ailles dormir Pauline. Énorme coup de cœur. Alors le dernier tome qui est sorti c'est le tome 5, je ne l'ai pas trop aimé. J'ai appris ensuite que c'était pas du tout prévu, que cette suite n'était pas programmée par l'autrice et que c'est à cause de l'engouement qu'elle en a fait un 5ème tome. Ça se sent un peu, ça se sent même carrément que c'est le cheveu posé sur la soupe comme ça. Déçue de ce tome 5 mais j'ai adoré cette saga. Et si je vous dis que j'ai hésité à vous le présenter, c'est parce que l'autrice Marguerite Murail, qui est pourtant une femme que j'ai respectée beaucoup, pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration et qui a fait des romans jeunesse qui incluent de la diversité, là où à l'époque, dans les années 90, quand elle a commencé, il n'y en avait pas, du coup c'est tout à son honneur. Mais voilà, elle a eu des propos qui pourraient être qualifiés de racistes, que je qualifie de racistes en tout cas. Et ce côté de... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Elle dit dans sa tribune qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que des lecteurs devraient lire ses livres en avant-première pour ensuite donner leur avis et un peu entre guillemets les censurer. Enfin, elle utilise carrément le mot censurer. Elle parle des sensitive readers. Les sensitive readers, si vous ne connaissez absolument pas le jargon anglophone, c'est quand vous incluez des personnages de diversité, enfin des personnages noirs, enfin racisés de manière générale, des personnages LGBT, ou enfin des personnages queer ou des personnages handicapés ou malades, etc. La logique voudrait qu'on aille voir des gens qui sont concernés par la thématique, qu'on leur propose un panel de personnes de lire cette histoire et de dire ce qui ne va pas, ce qui va, les mots de vocabulaire, etc. Parce qu'on peut blesser parce qu'on peut blesser les gens en employant les mauvais mots. Donc voilà, c'est ça globalement les sensitive readers. Enfin c'est même complètement aberrant et du coup c'est pour ça que j'ai hésité à vous en parler parce que j'avais pas envie de donner de la visibilité à cette femme.
Mais en même temps, je ne peux pas ne pas en parler parce qu'en 2019, j'ai dévoré cette saga que j'ai adorée jusqu'au tome 4. Et voilà. Dans la vidéo précédente, je vais vous parler de coups de cœur auxquels je ne m'attendais pas. Celui-ci, c'est pareil. Tout le monde en a parlé, ça m'a blasé. Je voulais pas le lire. Je voulais pas le lire. Et finalement, quand Amélie est venue à Lyon, je suis tombée dessus, j'ai fait bon, achète le Pauline, Un si petit oiseau de Marie Plavenko. Euh, Comment vous parler de cette histoire? Ici, on suit... Je n'ai pas le prénom des personnages. On suit une nana qui a eu un accident de voiture avec sa mère et qui est amputée depuis. Elle vit très mal la situation, elle déprime beaucoup et en même temps, elle a des parents qui relativisent, surtout un père qui relativise beaucoup et qui utilise l'humour pour oublier un petit peu son handicap. Et c'est très réaliste. J'ai déjà travaillé en SSR, donc en soins de suite et réadaptation. Je travaille dans le corps médical, donc en fait j'ai déjà vu des personnes amputées, j'ai déjà suivi des personnes, pas aussi jeunes, mais j'ai déjà suivi des personnes amputées et tout ce que ça implique. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'humour, surtout avec les personnes amputées. Vraiment, quand tu perds un membre, déjà que c'est difficile psychologiquement, physiquement, parce que ça te handicape. Et ensuite, il y a des douleurs, les douleurs fantômes, enfin du membre fantôme, c'est horrible. Donc voilà, il faut beaucoup relativiser, beaucoup utiliser l'humour, ça aide. Même là, je travaille avec des personnes âgées, ça aide. L'humour, ça passe toujours, il faut juste connaître la personne. Du coup, voilà, c'était très drôle comme histoire. On est sur la reconstruction de cette fille. Elle a une tante qui est complètement loufoque. Sa sœur m'a fait rire aussi. Et vraiment, ça faisait du bien de lire un roman adolescent où les parents sont aussi présents. Parce qu'en fait, quand t'es adolescent, tes parents sont présents. Et de suivre cette nana qui est en pleine reconstruction, c'est tout à fait ce que j'attends d'un roman ado. C'est tout ce qu'on attend en fait d'un roman ado. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Je ne sais pas. Je peux pas vous expliquer en fait pourquoi c'est pas un coup de cœur. C'est pas il y a un truc qui m'a dérangé en particulier, c'est juste il y a des romans qui parfois te transcendent et tu ne sais pas pourquoi et parfois ça ne le fait pas complètement. Et bien voilà, ça n'a pas fait complètement avec moi, c'est pas un coup de cœur. Mais il y a un autre roman de Marie Pavlenko qui va sortir en janvier je crois chez Flammarion. Je ne sais plus. Mais vous pouvez être sûr que je vais l'acheter et que je vais le lire. J'ai... comment il s'appelle celui-là? Je suis ton soleil, c'est ça. Je suis ton soleil dans ma pile à lire e-book, me semble-t-il. J'ai vu qu'il était, qu'il était sorti aussi en format demi-poche, enfin semi-poche, du coup je vais me le procurer également. Mais vraiment j'ai adoré cette histoire et c'est vraiment le coup de cœur, enfin le coup de cœur, la très bonne lecture auquel je m'attendais pas. C'est pas un coup de cœur, ça a frôlé le coup de cœur, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la mention, mais c'était une excellente lecture et je pense que tout le monde et sa famille l'a lu. Mais si jamais vous ne l'avez pas lu encore, lisez-le parce que au-delà de l'aspect dramatique de la chose, c'est pas du tout dramatique, c'est absolument pas abordé comme ça. Alors on n'efface pas le handicap de l'héroïne, on ne dit pas que c'est pas grave. On explique juste que bah, de toute façon maintenant tu l'as plus ton bras, on peut pas te le recoudre, on peut pas te l'inventer, donc maintenant il faut juste que tu avances, t'as pas le choix. C'est soit ça, soit tu meurs, donc décide. Mais si tu décides de vivre, donne-toi, faut que tu t'en donnes les moyens. Alors attention, du coup, et on va quand même recontextualiser, quand vous perdez un membre, vous pouvez souffrir de dépression, donc là dedans c'est vraiment ce qui se passe. Au début elle est dans la dépression, et ensuite sa reconstruction. Et c'est très beau à voir. Et encore une fois, on n'a pas une happy ending en mode tout va bien qui finit bien, sa vie elle est génialissime maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Non, on est un petit peu plus modéré et je trouve que c'est ce qui rend le roman encore plus réaliste. Et c'est pour ça que je l'adorais parce que, bah, en fait, on se rend compte qu'elle sort juste de sa dépression. Et du coup, c'est beau de suivre quelqu'un qui sort de sa dépression et qui va mieux. Franchement, je vous le souhaite à tous si vous souffrez de maladie mentale et qui est guérissable en fait. Euh, mais c'est son cas en fait. On voit juste que bah, maintenant, bah, le meilleur est à venir et c'est voilà, moi ça a gonflé mon petit cœur d'amour et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va parler roman très connu d'un romancier très connu, mais en fait c'est l'un de mes auteurs préférés parce que je l'ai connu il y a très longtemps et que j'ai lu absolument tous ses livres. Je suis mitigée sur certains, il y a des choses où je suis là... Mais en même temps je ne peux pas, chaque année arrive le mois d'avril et chaque année je dois m'acheter mon Guillaume Musso. Cette année je me suis acheté La vie secrète des écrivains, que j'ai adoré. Ça fait quelques romans de Guillaume Musso que je lis et pour moi c'est juste du thriller très général, très passe-partout, que je n'aime pas. Moi, ce que j'adorais chez Guillaume Musso c'était le côté un peu fantastique. Alors je suis pas très fan du fantastique d'habitude, dans ce contexte un petit peu contemporain d'habitude je n'aime pas. Et là j'aimais beaucoup ces histoires, je ne sais pas pourquoi avec lui ça l'a tout de suite fait. Et ce que j'aimais particulièrement chez Guillaume Musso c'était ses rencontres. À chaque fois il me crée des rencontres qui me font rêver, qui me font croire à l'amour avec un homme. Du coup j'étais là, oh mon dieu. J'étais très contente à chaque fois, sauf que depuis quelques années il se lance beaucoup plus dans du thriller passe-partout comme je vous disais juste avant.
et j'aime pas, mais la fidélité fait que je ne peux pas le laisser tomber. C'est comme les fans de Chatham qui l'ont connu à l'époque du fantastique, qui l'ont suivi dans le thriller, qui fait du thriller de merde, mais que les gens sont là, non, j'essaye encore, je pense notamment à Séverine, il est bien ce livre, qui essaye à chaque fois, qui veut donner une chance, et bien c'est pareil avec Guillaume Musso, et quand il me sort ça, j'ai envie d'y croire, pourtant c'était pas exceptionnel, pourtant il y a plein de défauts, pourtant on est toujours dans le même schéma, mais il y a un petit truc qui fait que, voilà, et le petit truc c'est qu'en fait il se fait une autocritique et qui critique le métier d'auteur, le métier d'écrivain, et que le personnage principal qui s'appelle, je ne sais plus, Nathan, il me fait beaucoup penser à Guillaume Musso. En fait c'est un peu, c'est fait exprès, mais du coup tu ne sais plus ce qui est réalité, ce qui est fiction, et du coup ça m'a troublée, et genre vraiment le premier tiers du roman, mais c'était un coup de cœur de malade. Après ça se vécu un petit peu parce qu'on est vraiment dans l'enquête, il y a des choix que je comprends pas forcément, il y a des choses qui se passent et j'étais là, ah ouais, ok. Mais toujours est-il que, bah voilà, ça l'a fait avec moi, je ne sais pas pourquoi, je suis obligée de vous le mettre dans stop alors que c'était absolument pas le but, hein, c'était pas... Je m'y attendais pas, franchement je me suis dit bon, je vais le lire comme un Musso d'habitude, en mode je suis fidèle à l'auteur, je le bouffe en 2 jours, alors là en plus il s'est pas foulé, monsieur Musso, il l'a fait, je crois qu'il fait 330 pages, un truc comme ça. Ouais, on est sur du 340 pages, donc c'est quand même un petit roman, voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé. Alors en plus, il y a mis en page, regardez comment elle est faite, du coup, c'est très très court comme histoire. Mais avec moi, ça l'a fait. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu un Guillaume Musso en étant haletante, en regardant, en me disant oh là là, c'est ça, en faisant des théories. Et en fait, j'imaginais beaucoup plus loin que ce qui était l'intrigue. Ça m'a un petit peu déçue à cause de ça. Mais voilà, cette critique et cette thématique, surtout d'écrivain, enfin. Genre, mon roman préféré de Guillaume Musso, ça sera toujours Sauve moi, parce que dedans il y a la rencontre de Juliette et Sam, et à chaque fois que j'ai un coup de mou, à chaque fois que j'ai une baisse d'inspiration, une panne d'inspiration, le syndrome de la page blanche et tout ce qui s'ensuit, je relis la rencontre entre Sam et Juliette, genre tout le passage, jusqu'à ce qu'elles partent, et j'adore. En fait, c'est même pas, le roman n'est pas exceptionnel, hein. Après c'est du fantastique, etc. Mais juste cette rencontre, elle me rebooste comme jamais. Et le deuxième roman de Guillaume Musso que j'aime énormément, c'est La fille de papier. Je pense que c'est le roman préféré de beaucoup de gens. Et du coup là-dedans j'avais le sentiment de retrouver un petit peu ça, parce qu'on est encore avec ces auteurs, ces écrivains. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible, enfin très sensible comme ça, mais c'est vraiment un truc ça me passionne en fait. Je ne sais pas ce qui nous pousse je ne sais pas ce qui nous pousse à écrire, je ne sais pas d'où nous vient l'inspiration. C'est un truc que je comprends pas. Alors j'ai toujours eu de l'imagination, je me dis putain mais ça vient d'où, il doit bien avoir une raison. Et en fait ça me frustre parce que j'ai besoin de savoir d'où vient tout ça. J'ai besoin d'avoir des réponses, et du coup c'est pour ça que je lis aussi beaucoup de biographies d'auteurs, etc. Parce que j'ai besoin de savoir d'où est-ce qu'on puise ça, pourquoi est-ce que beaucoup d'auteurs se sentent vides ou abandonnés ou malheureux ou seuls, et qu'ils aient besoin de l'écriture pour ça, de l'imagination, de s'échapper. J'ai envie de savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi on se tourne vers l'écriture et pas vers la peinture, pourquoi. J'ai besoin de savoir, et en fait de lire un roman là-dessus, à chaque fois ça me comble d'amour. Et je sais que c'est personnel, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé celui-ci en disant ouais bof, mais moi c'est vraiment une thématique qui me passionne, et du coup bah voilà, j'ai adoré cette histoire. L'autre que j'ai à vous présenter, c'est Beauté fatale de Mona Chollet. Vous ne le voyez pratiquement pas, donc je vais faire comme ça. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran. Alors ça, c'était mon ancien marque-page, donc je vais peut-être le virer parce que je l'ai lu après sur liseuse quand j'étais en train d'attendre devant le Zénith pour le concert de Panic at the Disco, qui était génialissime, parce que Brandon Urie, il est génialissime. Dans Beauté fatale, alors je vous avais déjà présenté Sorcière dans la précédente vidéo, que je vous disais que j'avais adoré, gros coup de cœur. Beauté fatale, je suis un petit peu plus mitigée, mais j'ai quand même adoré. C'est un essai sur... C'est pas sur les femmes fatales, mais en fait sur la beauté, sur les standards de beauté, sur ce qu'on attend d'une femme, sur le mannequinat, sur les actrices, sur les affiches publicitaires, et tout ce manque de représentation, hein, parce que clairement, faut être une femme mais bronzée, mais pas arabe ou hindoue ou que sais-je, non, une femme blanche qui a pris, qui a fait des UV, en fait, c'est ça qui est joli, une femme européenne qui a fait des UV, donc c'est joli. Donc voilà, c'est standard où elle doit être très grande, très mince, maigre même. C'est tous ces standards là où quand on regarde la télévision on voit beaucoup d'hommes blancs assez âgés, hétéros, et très peu de femmes jeunes, dynamiques mais grosses ou avec la peau imparfaite ou non blanche en fait. Tout simplement, ça ferait du bien aussi. Bref, c'est un petit peu une critique sur cette société et en même temps une analyse, et j'ai beaucoup aimé. Alors il y a des trucs, j'ai été beaucoup moins sensible, il y a un gros truc sur le mannequinat et sur la représentation au cinéma, etc. Moi le mannequinat j'en ai absolument rien à foutre. Après c'est un petit peu, voilà, on parle un petit peu, on balaye un petit peu tout ce qui se passe au niveau médiatique, et bah, c'était intéressant.
c'était une très bonne lecture parce que de toute façon tout ce qui peut me renseigner sur le féminisme et sur ces choses qu'on croit normales, de ce que jour on pointe du doigt, on se fait ah ouais c'est vrai qu'en fait c'est pas normal. Et ben voilà, c'était hyper intéressant et je suis vraiment, enfin j'adore les ouvrages de Mona Chollet. Je suis triste parce qu'il me reste juste à lire Chez soi, qui doit se trouver juste là. Il est là, voilà. Il me reste encore celui-ci à lire et ensuite je n'en aurai plus et je suis très triste parce que j'aime beaucoup cette autrice et voilà, ça me rend triste de savoir que bientôt elle ne pourra plus m'apprendre de nouvelles choses. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Le ruban rouge de Lucy Adlington. Quoi vous dire, c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration et sur les petites mains présentes dans les camps de concentration. Donc les personnes qui travaillaient dans les camps. Là on suit une héroïne qui s'appelle Ella, qui a 14 ans et qui va être couturière sur le camp. Le camp de Birchwood, mais qui est en fait clairement inspiré de Auschwitz. C'est même un autre nom, enfin bref. Il y a une histoire d'amour dedans qui m'a pas forcément plu, mais en même temps c'est un roman adolescent et c'est important de parler du premier amour et comment est-ce que ça impacte la vie des gens. Mais quelle lecture, c'était bouleversant, j'ai pleuré, il y a des trucs où c'était vraiment... C'était au-delà des larmes en fait, c'est même pas t'as envie de pleurer, c'est juste tu te sens mal à l'aise et ça m'arrive souvent en regardant des reportages sur la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je fuis tout ça et que je n'aime pas les romans historiques parce que je suis mal à l'aise. Mais celui-ci on me l'a beaucoup conseillé et j'avais très envie de le lire malgré tout pour savoir comment on expliquait aux jeunes, comment on pouvait raconter avec de la fiction. Et c'est très bien raconté et c'est bouleversant, c'est poignant et j'en parle très mal mais vraiment j'ai été remuée par cette lecture et voilà, je ne peux que vous le conseiller encore une fois parce que ça n'a pas été un coup de cœur parce que justement il y a cette romance qui avait sa place en tant qu'young adulte mais qui moi j'ai pas forcément aimé et voilà, c'est... Voilà. J'ai plus de mots. Voilà, c'en est enfin tout pour ces lectures de l'année 2019. On a eu les pires, on a eu les coups de cœur, on a eu les très bonnes lectures. Maintenant, il est temps de tourner la page pour attaquer 2020 avec plein d'autres lectures. Comme je vous disais, je veux de la diversité l'année prochaine, enfin cette année, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais pour 2020, je veux de la diversité, je veux d'aussi bonnes lectures, je veux me dissocier aussi, me différencier, lire plus de choses. J'ai lu peu de mangas cette année, il faut vraiment que je m'y remette en 2020. J'ai lu plus de romans graphiques donc c'est déjà une bonne chose. Et voilà, il y a aussi des comics qui m'attendent. Enfin bref, il y a trop de livres et je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de cerveau pour lire tout ça. Mais voilà, je veux beaucoup de lectures pour 2020, je vous en souhaite aussi beaucoup. N'hésitez pas à piocher dans les listes que je vous ai présentées, surtout pour ce qui concerne le meilleur, parce qu'il vous trouverez peut-être des idées. Si jamais vous avez des super bonnes lectures pour cette année 2019, dites-le moi aussi, je veux des recommandations, j'en veux plein. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!